Le début du XXe siècle est une période aussi contraste, contradictoire et fascinante comme les œuvres d'avant-garde russe. La chute de l'Empire est la naissance d'une société de type nouveau. La pénurie est l'enthousiasme des étendards brandis. Le dénuement matériel est l'aspiration à l'avenir idéal. La situation paradoxale. Dans la Russie post-révolutionnaire, en plein chaos, on proclame « l'art appartient au peuple ». Dans les conditions de déficit total, l'usine de porcelaine de Leningrad, l'ex-manufacture impériale, lance la fabrication de séries de porcelaine destinées au prolétariat. L'art de la table, propageant les nouvelles valeurs, est devenu le porte-parole de la révolution. L'esthétique novatrice de l'avant-garde russe, les formes simples et dynamiques et les couleurs pures marquent les créations conçues par Malevich, Kandinsky, Souettine, Tchekhonine. Cette porcelaine de propagande reste moderne et très en vogue même aujourd'hui. Vous pouvez apprécier ses œuvres à l'Ermitage. En général, les révolutions ne favorisent pas le développement de l'art culinaire. Mais il y a une salade délicieuse, soi-disant inventée à cette époque. Le hareng sous son manteau en fourrure. En russe, chouba, le jeu de mots. Chouba est un acronyme du slogan révolutionnaire « Au chauvinisme et décadence, boycott et Athènes ». Chaque couche de cette salade est bien symbolique. Le hareng représente le prolétariat, les légumes, carottes, oignons, pommes de terre, les paysans, la betterave, l'armée rouge. Et la mayonnaise est une allusion à la Révolution française. La création de Vera Mouchina, l'ouvrier et la kolkhozienne, incarne deux idées majeures d'un jeune État soviétique. Le statut égal du prolétariat industriel et agricole et la parité homme-femme. Une femme soviétique, émancipée et libérée des tâches ménagères, devient une camarade travaillante pour le bien de la société. À bas l'esclavage de la cuisine, au pays des soviets, chaque cuisinière doit apprendre à gouverner l'État, d'après Lénine. L'apôtre de la révolution permanente et mondiale, Trotsky, comptait aller plus loin. Le foyer familial, en tant que l'institution archaïque, devait être remplacé par des communes. Cette idée utopique a donné naissance à des crèches, jardins d'enfants, laveries collectives et surtout au phénomène soviétique, la restauration publique. Un idéal politique, social et sanitaire de cette époque se manifestait par la création des usines cuisines, fournissant des milliers de repas pour les cantines et les individuels. La cuisine dans l'appartement, comme un vestige bourgeois, n'était pas prévue dans les immeubles du style modernisme industriel. L'homme nouveau, consacré à sa tâche de bâtisseur du communisme, devait pratiquer des activités physiques et s'alimenter de manière équilibrée. Les idées hygiénistes, la rationalité scientifique et la standardisation, correspondant aux objectifs du parti, étaient implantées dans le quotidien soviétique. On instaure le culte de sport. Tu ne peux pas être athlète, mais sportif, tu en es obligé. En 1931, on a introduit les défilés sportifs et une épreuve physique quasi obligatoire, GTO, prête au travail et à la défense. L'intervention des hygiénistes dans le domaine culinaire nous a offert le paradoxe de la gastronomie soviétique officielle, où le plaisir alimentaire était abandonné pour l'apport calorique. C'étaient des médecins et pas des cuisiniers professionnels dirigeaient la restauration publique, où régnaient les plats diétiques, pas épicés, bouillis ou cuits à vapeur. Les bouillons, les soupes végétariennes et laitières, le poulet et les œufs, les purées de légumes, les bouillies sucrées avec du lait, les fromages blancs. Bref, la nourriture illustrant l'étymologie du mot restaurant, qui provient du restaurer la santé.
À vrai dire, beaucoup de ces plats sont nés de la pénurie des premières années post-révolutionnaires. Mais cette cuisine monotone et fade se reproduisait dans toutes les cantines de Moscou à Vladivostok le long d'un demi-siècle. Ces recettes prescrites et obligatoires anéantissaient l'art culinaire et le métier du chef cuisinier. La situation tournait parfois à l'absurde. Le pouvoir public examinait la question: quels sont les meilleurs cuisiniers, les communistes ou les sans-parti? Ou encore l'instauration pour toutes les cantines de la journée obligatoire de poisson, tous les jeudis. Ironie du sort, cette époque du désespoir gastronomique nous a offert le dessert le plus populaire chez les Russes. En 1937 apparaît la glace soviétique dont la meilleure marque porte le nom Plombyr, en souvenir d'une crème glacée provenant de Plombières-les-Bains, en France. Quant à la gastronomie russe, malgré tout, elle n'a pas disparu, grâce à la cuisine maison, dont nous parlerons dans notre prochaine vidéo.